le 23 mars 2015. Il est exactement 3 heures du matin. Dans une maison discrète de Vallejo, en Californie, un couple est brusquement réveillé par une lumière aveuglante. Quelques minutes plus tard, une jeune femme disparaît. Son compagnon, lui, reste seul, ligoté, sous le choc. Quand il parvient enfin à appeler les secours, il croit que les policiers vont partir à la recherche d'un ravisseur. Il est encore loin d'imaginer qu'à leurs yeux, le principal suspect sera bientôt lui. Denise Huskins est âgée de 30 ans. Kinésithérapeute de profession, elle mène une vie discrète. Depuis plusieurs mois, elle est en couple avec Aaron Quinn, un ancien marine devenu physiothérapeute. Tous les deux partagent une relation sérieuse. Ils vivent sans attirer l'attention. Leur quotidien ressemble à celui de milliers de jeunes couples américains. Rien ne laisse présager que cette maison deviendra, en quelques heures, le centre d'une affaire qui fera la une de tout le pays. Cette nuit-là, Aaron est réveillé par une lumière puissante dirigée vers son visage. Avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui se passe, il distingue plusieurs silhouettes dans la chambre. Les intrus semblent parfaitement organisés. Ils donnent des ordres d'une voix calme. Le couple est rapidement maîtrisé. Selon Aaron, les ravisseurs utilisent des liens pour les immobiliser et leur couvrent les yeux afin qu'ils ne puissent rien voir. Chaque geste paraît préparé à l'avance. La moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Quelques instants plus tard, Denise est emmenée hors de la maison. Aaron affirme entendre une portière claquer, puis le bruit d'un véhicule qui s'éloigne dans la nuit. Le silence retombe. Il reste seul, toujours attaché, incapable de savoir où se trouve Denise, ni même si elle est toujours vivante. Pour lui, chaque minute semble durer une éternité. Après être parvenu à se libérer, Aaron compose enfin le 911. Sa voix est hésitante. Il explique que plusieurs hommes sont entrés chez lui, qu'ils ont enlevé Denise et qu'il ignore totalement où ils l'ont emmenée. Les premières patrouilles arrivent rapidement sur les lieux. Pour Aaron, c'est le début de l'enquête. En réalité, ce n'est que le début d'un cauchemar bien plus vaste. Les enquêteurs passent plusieurs heures à examiner la maison. Ils recherchent des traces d'effraction, des empreintes, des indices qui pourraient confirmer le récit d'Aaron. Mais très vite, certains policiers ont le sentiment que quelque chose ne colle pas. Aucun désordre important, peu de traces visibles. Pour eux, cette scène ne ressemble pas à un enlèvement classique. Une première hypothèse commence alors à émerger. Et si Aaron ne racontait pas toute la vérité? Aaron est conduit au commissariat. Pendant des heures, les enquêteurs reviennent sur chaque détail de cette nuit. À quelle heure s'est-il couché? Pourquoi les ravisseurs l'ont-ils laissé en vie? Comment a-t-il réussi à se libérer? Son récit est minutieusement décortiqué. À chaque réponse, de nouvelles questions apparaissent. Peu à peu, Aaron comprend que les policiers ne le considèrent plus comme une victime. Ils commencent à le regarder comme un homme qui pourrait cacher quelque chose. Les enquêteurs observent également son comportement. Aaron paraît calme par moments, puis totalement désorienté l'instant d'après. Pour certains, ces émotions semblent difficiles à interpréter. Ils estiment qu'un homme dont la compagne vient d'être enlevée devrait réagir autrement. Mais chacun vit un traumatisme de manière différente. À ce stade, aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il ment. Pourtant, le doute s'installe dans les esprits. Et ce doute va orienter toute la suite de l'enquête. Les heures passent. Au lieu de concentrer tous leurs efforts sur la recherche de Denise, une grande partie des ressources
est désormais consacrée à vérifier le récit d'Aaron. Les enquêteurs examinent son téléphone, ses déplacements, sa relation avec Denise. Ils cherchent un mobile, une dispute, un mensonge. La moindre contradiction pourrait faire basculer l'affaire. Pendant ce temps, Denise reste introuvable. Chaque minute réduit un peu plus les chances de la retrouver rapidement. Le jour se lève sur Vallejo. Près de 12 heures se sont écoulées depuis la disparition de Denise Huskins. Aucune demande de rançon, aucun message, aucun témoin, aucune trace du véhicule décrit par Aaron. Pour les enquêteurs, 2 possibilités subsistent. Soit Denise a réellement été kidnappée, soit toute cette histoire a été inventée. Sans le savoir, ils s'apprêtent à commettre une erreur qui marquera durablement cette enquête. La vérité est encore loin d'être révélée. Les enquêteurs passent en revue chaque élément du dossier. Plus ils analysent les déclarations d'Aaron Quinn, plus ils trouvent son récit difficile à croire. Des hommes seraient entrés discrètement dans la maison. Ils auraient neutralisé le couple sans attirer l'attention du voisinage. Puis, ils seraient repartis avec Denise, sans laisser derrière eux de preuves évidentes. Pour les détectives, ce scénario paraît extrêmement improbable. Ils commencent à envisager une hypothèse qui va orienter toute l'enquête. Et si cette disparition n'avait jamais eu lieu, Aaron reste au centre de toutes les attentions. Les policiers reviennent sans cesse sur les mêmes questions. Ils vérifient ses horaires, ses appels, ses messages, son passé. Chaque détail est examiné. Plus les heures passent, plus Aaron a le sentiment qu'on cherche à démontrer sa culpabilité, plutôt qu'à retrouver Denise. Pendant ce temps, personne ne sait où la jeune femme se trouve réellement. Puis, un élément inattendu fait son apparition. Un message est reçu par les enquêteurs. Son auteur affirme être impliqué dans l'enlèvement. Le contenu est long, très détaillé. Il décrit la préparation du rapt et prétend que Denise est toujours en vie. Au lieu de bouleverser l'enquête, ce message renforce les soupçons des enquêteurs. Pour eux, il pourrait très bien avoir été rédigé par Aaron lui-même afin de rendre son histoire plus crédible. L'affaire commence à attirer l'attention des médias. Une jeune femme a disparu. Son compagnon livre un récit qui paraît presque irréel. Rapidement, les spéculations se multiplient. Certains journalistes évoquent déjà une possible mise en scène. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se succèdent. Beaucoup estiment qu'Aaron cache forcément quelque chose, sans le savoir. L'opinion publique est en train de suivre exactement le même chemin que les enquêteurs. Le 25 mars 2015, 2 jours se sont écoulés depuis la disparition de Denise Huskins. Peu après 10 heures du matin, une jeune femme apparaît dans un quartier résidentiel de Huntington Beach. Elle marche difficilement, semble épuisée, désorientée. Cette femme, c'est Denise. Elle vient d'être abandonnée à quelques centaines de mètres de la maison de son père. Vivante. Rapidement, Denise est prise en charge par les policiers de Huntington Beach. Elle raconte avoir été enlevée par un homme masqué. Maintenue captive pendant près de 48 heures. Déplacée dans un lieu qu'elle est incapable d'identifier. Son récit est précis, cohérent. Mais il va se heurter à une réalité inattendue. À Vallejo, les enquêteurs refusent toujours de croire à cette version. Ils continuent à penser que Denise et Aaron ont inventé toute cette histoire. Selon eux, le couple aurait organisé une disparition volontaire, et le retour de Denise ne ferait que prolonger cette mise en scène. Le soir même, la police de Vallejo organise une conférence de presse face aux journalistes.
le porte-parole du service ne parle plus d'une victime. Il évoque désormais un possible canular. Les autorités déclarent n'avoir trouvé aucune preuve confirmant un enlèvement. Pire encore, elles reprochent au couple d'avoir mobilisé inutilement des dizaines d'enquêteurs. Ces déclarations vont faire le tour du pays et transformer Denise et Aaron en suspects aux yeux de l'opinion publique en quelques heures. Les médias s'emparent de l'affaire. Beaucoup établissent un parallèle avec le film Gone Girl, sorti quelques mois plus tôt. L'histoire d'une femme qui met en scène sa propre disparition. Les gros titres se multiplient très vite. L'expression « la vraie Gone Girl » envahit les journaux et les plateaux de télévision. Pour Denise et Aaron, le cauchemar prend une nouvelle dimension. Ils ne doivent plus seulement prouver qu'ils sont des victimes. Ils doivent convaincre tout un pays qu'ils disent la vérité. La vérité. Quelques mois passent. L'affaire Denise Huskins semble progressivement disparaître des gros titres. Pour beaucoup, le dossier est pratiquement clos. Puis, dans la nuit du 5 juin 2015, à près de 70 km de Vallejo, un homme tente de pénétrer dans une maison de Dublin, en Californie. Mais cette fois, son plan ne va pas se dérouler comme prévu. L'enquête est confiée à la détective Misty Carosu. Très vite, elle découvre plusieurs objets abandonnés sur les lieux. Des lunettes de natation dont les verres ont été masqués avec du ruban adhésif. Des liens destinés à immobiliser une victime. Du matériel soigneusement préparé. En consultant son dossier, un détail lui saute immédiatement aux yeux. Ces objets ressemblent étrangement à ceux décrits plusieurs mois plus tôt par Denise Huskins. La détective reprend alors l'intégralité du dossier Huskins. Elle compare les descriptions, les méthodes, le matériel. Plus elle avance, plus les similitudes deviennent troublantes. Et si Denise avait dit la vérité depuis le début? Si c'est le cas, cela signifie qu'un véritable ravisseur est toujours en liberté. Et surtout, que les enquêteurs de Vallejo ont peut-être accusé les mauvaises personnes. Grâce aux indices recueillis sur place, les enquêteurs remontent jusqu'à un suspect. Son nom, Matthew Muller, ancien marine, diplômé en droit. Un homme au parcours qui paraît, à première vue, sans histoire. Mais les apparences sont trompeuses. Au fil de la perquisition, les policiers vont découvrir des éléments qui vont bouleverser toute l'affaire. Lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent du matériel correspondant à la description faite par Denise. Des objets utilisés pour neutraliser des victimes, du matériel électronique et surtout des enregistrements et des éléments qui relient directement Matthew Muller à l'enlèvement de Denise Huskins. Pour la première fois, la théorie du canular s'effondre. Le couple disait la vérité, depuis le tout début. Mais cette découverte soulève une autre question. Comment une enquête a-t-elle pu s'égarer à ce point? Les éléments découverts lors de la perquisition sont suffisamment accablants. Les enquêteurs décident d'interpeller Matthew Muller. L'homme ne correspond pas au profil que beaucoup imaginaient. Ancien marine, diplômé en droit, intelligent, méthodique. Pendant des mois, il est passé sous les radars. Pourtant, les preuves retrouvées chez lui racontent une toute autre histoire. À mesure que les experts analysent le matériel saisi, les correspondances se multiplient. Les lunettes de natation dont les verres avaient été recouverts de rubans adhésifs. Les liens utilisés pour immobiliser les victimes. Le matériel électronique décrit par Denise. Pendant des mois, ces détails avaient été considérés comme les éléments d'une histoire inventée. Ils existent pourtant bel et bien.
et il se trouve chez Matthew Müller. Les enquêteurs reprennent alors le témoignage de Denise. Cette fois, ils ne cherchent plus à démontrer qu'elle ment. Ils vérifient chacun de ses souvenirs, chaque description, chaque détail, et les uns après les autres. Les éléments de son récit trouvent une confirmation matérielle. Ce que beaucoup avaient qualifié de mensonge était en réalité le témoignage d'une véritable victime. L'affaire prend alors une tournure spectaculaire. Les médias qui avaient largement relayé l'hypothèse du canular commencent à revoir leur position. Le regard porté sur Denise et Aaron évolue rapidement. Ceux que l'on présentait comme des suspects deviennent peu à peu les victimes d'une enquête profondément mal orientée. Mais une question demeure. Comment une erreur d'une telle ampleur a-t-elle pu se produire? Pour Denise Huskins et Aaron Quinn, la découverte du véritable ravisseur n'efface rien. Ils ont perdu bien plus que leur tranquillité. Leur parole a été remise en cause. Leur réputation a été publiquement détruite. Pendant des mois, ils ont dû se battre pour convaincre qu'ils étaient des victimes. Et ce combat s'est parfois révélé presque aussi douloureux que l'enlèvement lui-même. La vérité est enfin connue. Mais l'affaire, elle, est loin d'être terminée. Face aux preuves accumulées contre lui, Matthew Müller n'a plus beaucoup d'options. Les analyses, les objets retrouvés lors des perquisitions et les nombreux recoupements établissent son implication dans l'enlèvement de Denise Huskins. Au cours de la procédure judiciaire, il finit par reconnaître sa responsabilité. L'homme qui avait semé le doute pendant des mois est désormais identifié comme le véritable auteur du kidnapping. Pour Denise et Aaron, la vérité est enfin reconnue. Mais il leur reste encore un autre combat à mener. Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs de Vallejo avaient privilégié une seule hypothèse, celle du mensonge. Cette conviction les avait conduits à écarter trop rapidement les éléments qui confirmaient pourtant le récit des victimes. L'enquête sur le véritable ravisseur avait pris un retard considérable, une erreur qui sera largement critiquée dans les mois qui suivent. Pour Denise Huskins et Aaron Quinn, le retour à une vie normale paraît impossible. Ils ont survécu à un enlèvement, mais aussi à une accusation publique. Leurs noms ont été associés à un prétendu canular. Leur parole a été tournée en dérision. Même après la découverte du véritable coupable, effacer cette image restera un long combat. Estimant avoir été profondément lésés par la conduite de l'enquête, Denise Huskins et Aaron Quinn engagent une procédure contre la ville de Vallejo. Ils dénoncent les accusations portées contre eux ainsi que les graves dysfonctionnements de l'enquête. L'affaire se conclut par un accord financier avec la municipalité. Au-delà de cette indemnisation, le couple souhaite surtout rétablir son honneur et rappeler qu'une victime doit toujours être entendue avant d'être jugée. L'affaire Denise Huskins est aujourd'hui étudiée comme l'exemple d'une enquête qui s'est enfermée trop tôt dans une seule certitude. Lorsque les enquêteurs cessent de remettre leurs hypothèses en question, le risque est immense pendant des semaines. Le véritable criminel est resté libre, tandis que deux innocents tentaient simplement de faire entendre leur vérité. Cette affaire rappelle qu'en matière criminelle, les apparences peuvent être trompeuses et qu'une conviction, aussi forte soit-elle, ne remplacera jamais les preuves. Le 23 mars 2015, une jeune femme disparaissait dans une maison de Vallejo. Pendant plusieurs mois, les regards se sont tournés vers les mauvaises personnes. Il aura fallu la persévérance d'une autre équipe d'enquêteurs et une série de découvertes inattendues pour que la vérité éclate enfin, aujourd'hui encore. L'histoire de Denise Huskins rappelle qu'une enquête peut parfois prendre le mauvais chemin.
et que, derrière chaque dossier criminel, la vérité est souvent plus surprenante que la fiction. Si, comme moi, vous aimez les documentaires criminels racontés avec précision en revenant sur chaque détail de l'enquête, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines affaires. Merci d'avoir regardé ce documentaire. À très bientôt pour une nouvelle enquête.